La nuit dernière, il s'est produit quelque chose que la majeure partie des médias du monde a à peine couvert. Et ce qui a été rapporté était, selon l'Iran, presque entièrement faux. Voici ce qu'il faut comprendre avant d'entrer dans les détails. Depuis des mois, la tension entre l'Iran, Israël et les États-Unis monte sous la surface comme une pression qui s'accumule dans un contenant scellé. Des canaux diplomatiques discrets ont été actifs, les postures militaires ont changé. Et derrière des portes closes, chaque grande puissance de la région a discrètement recalculé sa position. Le récit public, celui qu'on sert aux publics occidentaux, a largement été structuré autour d'un thème central. Les États-Unis dirigeraient la diplomatie, Washington piloterait les événements et l'Iran serait acculé. L'Iran raconte une histoire très différente. Et ce qui s'est produit la nuit dernière, la nuit en question, touche au cœur même de la question suivante: quel récit se rapproche réellement de la vérité? Parce que voilà ce qu'il faut comprendre au sujet du pouvoir. Il s'annonce rarement, il ne tient pas de conférence de presse. Il avance discrètement par des canaux parallèles, par des positionnements militaires, par la menace implicite de conséquences. Et parfois, le camp qui semble perdre est en réalité celui qui tient la carte que personne ne veut voir jouer. Pour comprendre ce qui s'est produit, il faut comprendre l'architecture de cette crise, la manière dont elle s'est construite, pourquoi elle s'est aggravée à ce moment précis, et ce que chaque acteur avait à gagner ou à perdre durant ces 30 minutes cruciales. En revenant au début de la soirée, vers 20h heure locale, les autorités iraniennes ont transmis un message direct aux responsables israéliens et américains. Le message n'était pas un bluff. Ce n'était pas de la rhétorique. C'était opérationnel, le message iranien était précis, les préparatifs militaires étaient terminés, les systèmes de missiles avaient été activés, les coordonnées de lancement avaient été verrouillées et les cibles, c'est la partie qui a fait bouger Washington rapidement, ne se limitaient pas au territoire israélien. Des installations militaires américaines dans la région avaient aussi été désignées comme cibles potentielles. Pas seulement Israël, des bases américaines. Le calcul a changé immédiatement parce que lorsqu'une confrontation est présentée comme un conflit entre l'Iran et Israël, les États-Unis peuvent conserver une certaine distance stratégique en offrant du renseignement, des armes et une couverture diplomatique sans entrer officiellement en guerre. Mais au moment où des militaires américains se retrouvent dans la ligne de mire, l'équation devient tout autre. Le message iranien aurait donné un délai précis, non pas des heures, non pas des jours, mais 30 minutes pendant lesquelles l'Iran affirmait avoir la capacité d'infliger des dégâts dévastateurs aux infrastructures israéliennes. Que cela ait été une évaluation militaire précise, un signal coercitif calculé, ou l'offre d'ouverture dans une négociation à très haut risque, c'était probablement les trois à la fois. C'est ainsi que ces situations fonctionnent. Le message est arrivé à Washington comme une mèche allumée. Ce qui s'est passé ensuite est contesté, mais la séquence des événements qui a suivi raconte sa propre histoire. Selon les médias d'État iraniens et selon le calendrier des faits qui s'est déroulé publiquement, un appel direct a été placé de Washington à Tel Aviv presque immédiatement après la réception du message. À une extrémité, Donald Trump, à l'autre, Benjamin Netanyahou. Le contenu de cette conversation, les mots exacts qui ont été échangés demeurent à huis clos. Mais le résultat a été visible en quelques minutes. Israël a annoncé un cessez-le-feu avec le Liban. Pas le lendemain, pas après délibération, pas après une réunion du cabinet ou une résolution des Nations Unies. En 30 minutes, c'est ici que les récits concurrents divergent et que la réflexion devient nécessaire pour décider ce qu'il faut croire. Trump s'est empressé de présenter l'issue comme une réussite diplomatique. Le message envoyé au monde était celui de la force américaine et du sens de la négociation, à savoir que Washington avait obtenu une désescalade et que l'Iran avait été ramené à l'ordre. Dans le manuel Trump, le titre aime souvent déclarer la victoire avant même que la paperasse ait trouvé un stylo. La position iranienne était exactement l'inverse. Des responsables iraniens ont déclaré clairement et publiquement qu'aucun accord n'avait été conclu avec les États-Unis, aucun accord n'a été conclu, aucune concession n'a été accordée par l'Iran en échange d'un engagement américain. À la place, la lecture iranienne était la suivante. Le cessez-le-feu n'a pas eu lieu parce que les États-Unis ont persuadé Israël. Le cessez-le-feu a eu lieu parce que l'Iran a donné à Israël et aux États-Unis 30 minutes avant ce qu'ils décrivaient comme une frappe potentiellement catastrophique, et qu'aucune des deux parties ne voulait découvrir si la menace était réelle. Autrement dit, l'Iran affirme que ce n'est pas la pression diplomatique de Washington qui a produit le cessez-le-feu, c'est le positionnement militaire iranien qui a raison. Une réflexion structurelle aide à y voir plus clair.
Si les États-Unis avaient réellement placé l'Iran dans une situation de faiblesse, si l'Iran était acculé, surpassé militairement et désespéré, rien ne permettrait de s'attendre à ce que l'Iran réagisse par une défiance publique et une affirmation de force. Les acteurs acculés n'annoncent pas immédiatement leur levier, ils négocient discrètement. L'Iran a fait l'inverse. Dans les heures qui ont suivi l'annonce du cessez-le-feu, les responsables iraniens ne sont pas restés silencieux. Ils ont été précis, détaillés et stratégiques dans leur communication. Cela suggère de la confiance, pas du désespoir. Ce genre de détail a l'habitude de gâcher la version bien ordonnée qu'on déroule d'ordinaire sous des projecteurs plus puissants et avec des éléments de langage plus imposants. C'est à ce moment que l'histoire prend une tournure que la plupart des commentaires occidentaux minimisent. Après le cessez-le-feu, l'attention stratégique de l'Iran se serait déplacée vers l'un des points d'étranglement les plus critiques de l'économie mondiale, le détroit d'Ormuz. Si un petit rappel géographique est nécessaire, le détroit d'Ormuz est cette étroite voie navigable entre le golfe Persique et le golfe d'Oman. Environ 20 à 20 et 1 million de barils de pétrole y transitent chaque jour. Cela représente approximativement 20% du commerce mondial du pétrole. Gaz naturel liquéfié, pétrole, marchandises. Chaque pétrolier qui traverse ce corridor passe essentiellement par un espace dont l'Iran occupe un des côtés. Le message iranien sur ce point a été frappant. Des responsables iraniens ont maintenant laissé entendre que les navires traversant le détroit d'Ormuz pourraient devoir obtenir une autorisation iranienne et, plus significatif encore, pourraient être soumis à un paiement. Ce n'est pas une idée nouvelle en géopolitique. Le contrôle des points d'étranglement maritime stratégique est une source de pouvoir depuis des siècles. Mais, dans le contexte moderne, celui des marchés mondiaux du pétrole, du droit international, du transport maritime et de la dépendance de l'économie mondiale envers le pétrole du Golfe, cela représenterait une affirmation de contrôle extraordinaire. Il faut penser à ce que cela signifierait pour les pays occidentaux. Pour le Royaume-Uni, qui demeure fortement intégré aux marchés mondiaux de l'énergie, les coûts du transport maritime et la volatilité du prix du pétrole auraient des effets immédiats et douloureux en aval. Pour les États-Unis, une économie qui gère encore des pressions inflationnistes, toute perturbation de la chaîne d'approvisionnement pétrolière porte un poids politique et économique. L'Iran semble comprendre clairement ce levier et il semble présenter cela non pas comme une menace dictée par le désespoir, mais comme une posture stratégique établie à partir d'une position de détermination démontrée. À ce stade-là, le scénario habituel de l'homme fort commence à ressembler moins à une stratégie qu'à un bureau de presse qui tente de parler plus fort qu'une carte des pétroliers. Il faut être précis sur ce que l'Iran mettrait maintenant sur la table, parce que la liste est longue et que chaque élément comporte des conséquences. Premièrement, l'autorisation de passage dans le détroit d'Ormuz et les modalités de paiement pour la circulation maritime. L'Iran présente cela comme un droit souverain sur une voie navigable stratégique qu'il partage géographiquement et qu'il possède la capacité militaire de perturber. Deuxièmement, les avoirs gelés. L'Iran exige la libération d'avoirs gelés sous le régime des sanctions internationales, des fonds qui sont restés inaccessibles à Téhéran pendant des années. L'ampleur de ces avoirs gelés est importante et leur libération fournirait à l'Iran un apport immédiat de ressources économiques. Troisièmement, la levée complète des sanctions. C'est l'élément le plus lourd de conséquences sur le plan économique. Le pétrole iranien, actuellement exclu des marchés mondiaux dans des volumes significatifs en raison des sanctions occidentales, réintégrerait la chaîne d'approvisionnement à grande échelle. Des analystes qui ont modélisé ce scénario suggèrent qu'un retour complet du pétrole iranien sur le marché pourrait faire chuter fortement les prix mondiaux du pétrole. Certaines estimations placent le plancher à aussi peu que $30 le baril. Cela peut sembler attrayant pour les consommateurs à la pompe. Mais pour les États américains exportateurs de pétrole, pour les entreprises énergétiques inscrites au SP500 et pour les pays producteurs, dont les budgets nationaux sont construits sur un pétrole au-dessus de $60 le baril, les effets en cascade seraient profonds. Quatrièmement, des compensations. L'Iran chercherait à obtenir une compensation financière pour les dommages subis. Des pertes économiques attribuées à des décennies de sanctions et d'actions militaires. Des chiffres qui circulent laissent entendre que cette demande se situe autour de 250 milliards de dollars. Cinquièmement, des garanties de sécurité. L'Iran veut des assurances formelles selon lesquelles les États-Unis et Israël ne mèneront pas d'opérations offensives contre le territoire iranien. Et surtout, il veut que cette protection soit étendue à ses alliés régionaux, en particulier au Hezbollah au Liban et aux forces Houthis au Yémen. Ce dernier point est énorme parce qu'il demande en pratique aux États-Unis d'entériner l'existence continue et la capacité opérationnelle de mouvements armés soutenus par l'Iran,
des groupes que Washington désigne officiellement comme des organisations terroristes. Il ne s'agit pas d'une simple liste de demandes. Il s'agit d'une transformation structurelle de l'ordre régional. Si cela était accepté, cela représenterait un basculement sismique dans la géopolitique du Moyen-Orient, un basculement qui se répercuterait chez les alliés de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, dans les États du Golfe et dans la planification stratégique américaine pour une génération. Pour le message politique aligné sur Trump, c'est le chapitre embarrassant où la posture rencontre un tableur et où le tableur refuse d'applaudir. Prendre du recul par rapport aux détails aide à clarifier l'architecture de l'ensemble. Le comportement de l'Iran au cours des 48 dernières heures ne ressemble pas à celui d'un pays qui tente de négocier en position de faiblesse. Il ressemble à celui d'un pays qui croit avoir testé quelque chose et obtenu un résultat positif. Voici l'hypothèse à partir de laquelle l'Iran semble fonctionner. Lorsque les préparatifs militaires iraniens ont été clairement communiqués, Israël et les États-Unis ont réagi rapidement. Ils ont cherché à désamorcer la situation. Ils ont fait une concession publique visible, le cessez-le-feu au Liban, en 30 minutes. Pour un stratège à Téhéran, ce point donné dit quelque chose d'important. Il dit que le seuil de tolérance américain et israélien à une escalade directe avec l'Iran est plus bas qu'on ne le supposait auparavant, qu'ils sont plus réticents à absorber les coûts d'un échange à grande échelle que ne le laissait entendre la posture publique de pression maximale. L'Iran appelle cela une victoire stratégique. Non pas le cessez-le-feu lui-même, mais la leçon tirée de la rapidité avec laquelle il est arrivé. Et il semble maintenant chercher à exploiter cette leçon. Les demandes mises de l'avant sont délibérément vastes. Elles incluent presque certainement des éléments que l'Iran sait inacceptables pour Washington et Tel Aviv, parce que ouvrir avec des demandes maximales est une stratégie de négociation classique. On n'ouvre pas à son seuil de retrait. On ouvre au-dessus et on pousse ensuite vers lui. La vraie question est de savoir où se situe réellement le seuil de retrait de l'Iran. Quel est le résultat minimal qui satisferait les intérêts stratégiques fondamentaux de Téhéran? La réponse à cette question déterminera si les prochaines semaines produisent un cadre durable ou un retour au bord du gouffre. C'est exactement le type de résultat que le message politique à la Trump aime le moins. L'autre camp qui revendique un levier pendant que Washington ajuste encore l'angle de la caméra. Il faut aussi parler de ce qui est véritablement en jeu ici. Parce qu'en analyse géopolitique, il est facile de perdre de vue ce que ces chiffres et ces décisions signifient pour des personnes bien réelles. Pour les quelques 400 000 ressortissants britanniques vivant à travers le Moyen-Orient, pour les dizaines de milliers de militaires américains stationnés sur des bases du Golfe, pour les 8 millions d'habitants du Liban qui ont déjà traversé à répétition le cessez-le-feu, le conflit et l'effondrement. Pour les civils à Gaza, au Yémen, dans le sud d'Israël, dans le nord de l'Iran, des personnes dont la vie est définie par des décisions prises dans des salles où elles n'entreront jamais. Un retour à une guerre régionale à grande échelle qui entraînerait des groupes soutenus par l'Iran sur plusieurs fronts en plus de frappes potentielles contre des installations américaines ne serait pas un conflit limité. Les conséquences humanitaires seraient énormes. Des mouvements de réfugiés, des destructions d'infrastructures, des pertes de vie à une échelle qui dominerait les manchettes mondiales pendant des années. Sur le plan économique, une perturbation sérieuse du transit dans le détroit d'Ormuz, même temporaire, ferait bondir les prix mondiaux du pétrole dans les heures suivant l'annonce. Les primes d'assurance du transport maritime s'envoleraient. Des chaînes d'approvisionnement déjà fragilisées par des perturbations précédentes subiraient un nouveau choc. Pour les consommateurs américains qui surveillent déjà les prix de près, cela se traduirait par un impact visible et immédiat à la station-service et dans l'ensemble de l'économie de détail. Pour le Royaume-Uni qui gère déjà un contexte de coût de la vie mettant à l'épreuve la patience du public, une flambée des prix de l'énergie arrivant en même temps qu'une perturbation du commerce mondial serait politiquement explosive. Et politiquement, l'apparence compte énormément. L'administration américaine actuelle a mis en jeu une part importante de sa crédibilité sur sa capacité à produire des résultats au Moyen-Orient sans escalade militaire officielle, une situation qui sortirait du cadre de la diplomatie coercitive, qui basculerait vers quelque chose d'irréversible, entraînerait des coûts politiques qu'aucune administration ne veut absorber, surtout à l'approche d'un cycle électoral. Tout le monde a des raisons de vouloir un règlement. La question est de savoir si l'écart entre ce que demande l'Iran et ce que Washington et Tel Aviv sont prêts à accepter peut être comblé à temps. L'image peut dominer une salle de presse, mais elle devient beaucoup moins docile lorsque les prix du carburant, l'exposition des troupes et l'escalade régionale entrent dans le cadre.
Il y a une autre dimension qui mérite l'attention, et c'est une dimension que l'Iran a soulevée explicitement, l'environnement informationnel. Des responsables iraniens ont évoqué ce qu'ils décrivent comme un déséquilibre structurel dans la couverture médiatique mondiale. Selon eux, les cadres narratifs dominants qui façonnent la perception occidentale de ce conflit sont produits par des médias opérant principalement dans un contexte éditorial occidental et israélien, tandis que les perspectives provenant de sources iraniennes ne disposent pas d'une diffusion mondiale équivalente. Ce n'est pas une observation nouvelle. C'est une version d'un débat qui traverse depuis des décennies la théorie des relations internationales. La question de savoir qui contrôle le cadre, qui fixe les termes du récit, et comment cela façonne la perception de la légitimité et de l'illégitimité en temps de crise internationale. Que l'on soit ou non d'accord avec la caractérisation iranienne d'un biais médiatique, le point stratégique sous-jacent est réel. Dans la compétition géopolitique moderne, la bataille du récit est un véritable front. Les gouvernements y investissent. Des alliances se construisent et se défont en partie selon la manière dont les histoires sont racontées dans l'espace public. L'Iran en est clairement conscient. Son contre-récit public rapide et détaillé après le cessez-le-feu. Son insistance à contester la présentation de Trump dans les heures qui ont suivi relevait d'une stratégie de communication délibérée et non d'une simple protestation diplomatique. Il s'agissait d'une tentative de façonner la manière dont ce moment sera inscrit dans le dossier historique. Parce que la manière dont ce moment sera retenu influencera celui qui disposera du levier dans la prochaine phase des négociations. Une fois que la chronologie commence à parler d'elle-même, même la performance au podium la plus bruyante a ses limites, alors où cela mène-t-il maintenant ? 3 grands scénarios méritent d'être envisagés. Premier scénario, l'émergence d'un cadre progressif. Les deux camps ont suffisamment d'éléments sur la table pour construire un accord qui sauve la face. L'Iran obtient un allègement partiel des sanctions, certaines libérations d'avoirs, et un cadre de garantie de sécurité qui n'exige pas une reconnaissance américaine formelle de la légitimité du Hezbollah. Les États-Unis obtiennent un engagement selon lequel le programme nucléaire iranien demeure limité et que le transit dans le détroit d'Ormuz reste ouvert. Personne n'obtient tout. Tout le monde revendique la victoire. La région entre dans un équilibre inconfortable mais fonctionnel. C'est le meilleur scénario possible. C'est aussi le plus difficile à atteindre parce que le déficit de confiance entre ces parties est immense et que les contraintes politiques intérieures de chaque camp sont sévères. Deuxième scénario, l'impasse prolongée. Les négociations s'étirent. Le cessez-le-feu tient au Liban. Les canaux parallèles irano-américains demeurent actifs. La menace sur le détroit d'Ormuz agit comme un levier de pression en arrière-plan plutôt que comme un déclencheur actif de crise. La situation reste tendue, coûte des ressources et de l'attention à tout le monde et ne règle rien de fondamental. C'est probablement le résultat le plus probable à court terme. Non pas parce que quelqu'un le souhaite, mais parce que c'est celui qui exige le moins de chaque acteur. Troisième scénario, l'effondrement. Un camp commet une erreur de calcul. Un incident militaire, une frappe, une saisie, une attaque contre une base provoque une réaction qu'aucune des parties n'avait l'intention de déclencher à l'échelle d'un affrontement généralisé. L'échelle de l'escalade est gravie plus vite que quiconque ne le souhaitait et l'architecture diplomatique s'effondre. C'est le scénario que tous les analystes sérieux cherchent à prévenir et celui qui devient plus probable à chaque semaine où les problèmes de fond restent sans solution. La certitude théâtrale maximale vieillit généralement mal dans une région qui punit l'improvisation. La trajectoire actuelle, avec un Iran qui affirme des conditions élargies, des États-Unis qui gèrent leur crédibilité sur plusieurs fronts et Israël qui compose avec ses propres pressions politiques intérieures, pointe vers le deuxième scénario à court terme, avec un risque croissant du troisième scénario au fil du temps s'il n'y a pas de progrès substantiel. Voici la vérité sur ce qui vient de se dérouler. Ce n'est pas d'abord une histoire de cessez-le-feu, ce n'est pas d'abord une histoire de l'art de la négociation de Trump ou des menaces de l'Iran. C'est une histoire de redistribution structurelle du levier au Moyen-Orient et de ce qui se produit lorsqu'un acteur que le récit dominant a constamment présenté comme acculé, affaibli et désespéré, démontre qu'il a plus de capacité à imposer des coups que ce récit ne l'admettait. C'est aussi un rappel que qualifier quelque chose de contrôle depuis un lutrin ne le transforme pas automatiquement en contrôle sur le terrain, que les affirmations de l'Iran sur les 48 dernières heures soient entièrement exactes ou non est presque secondaire. Le fait que le cessez-le-feu soit intervenu au moment où il est intervenu, de la manière dont il est intervenu, a déjà été interprété par les acteurs régionaux comme un signal. Alliés comme adversaires révisent leurs évaluations. Les demandes concernant le détroit d'Ormuz ne disparaîtront pas,
La demande d'allègement des sanctions ne disparaîtra pas. Le montant de 250 milliards de dollars de compensation constitue presque certainement une ouverture de négociation et non un prix final. Mais la direction prise est claire. L'Iran veut un règlement global qui reconnaisse son rôle régional, lève ses contraintes économiques et fournisse des garanties de sécurité formelles. Les États-Unis veulent contenir l'Iran, clore le dossier nucléaire et maintenir une région assez stable pour être gérée sans engagement militaire direct. Ces positions ne sont pas manifestement conciliables et le monde regarde pour voir quel camp clignera des yeux le premier ou si aucun des deux ne le fera. C'est l'histoire qui définira le Moyen-Orient pour la prochaine décennie et elle évolue plus vite que la plupart des gens ne le réalisent. La région, contrairement à un rassemblement de campagne, n'applaudit pas sur commande.